Bon, je vous remercie d'abord de m'accueillir parmi vous. Je remercie les organisateurs de me donner cette belle occasion de vous parler de la rééducation et notamment sur deux sujets extrêmement concrets, à savoir comment la prescrire et à qui, et puis comment suivre une rééducation. Euh, deux parties pour cette rééducation. Pour répondre à la question comment prescrire, eh bien, on va se référer essentiellement aux travaux de recommandation de pratiques cliniques que je vais vous détailler. Et ensuite, comment suivre? Eh bien, on expliquera qu'il faut absolument qu'il y ait à la fois un bilan de notre part et un courrier de suivi, mais je rappellerai tout à l'heure qu'il faut absolument aussi que les rééducateurs reçoivent un bilan et un courrier détaillé. Et puis on se référera à des courriers et des comptes rendus simples, faisant intervenir, utilisant des scores d'incontinence par exemple, et des scores de qualité de vie. Alors, ces fameuses références, eh bien, je vous donne tout de suite la Bible auquel on va se référer, y compris pour répondre à certaines questions que j'ai vues pendant la matinée, qui est donc le sixième rapport de l'ICS en 2017. Et la deuxième chose que je voudrais rappeler en préambule, c'est qu'il faut s'enlever de l'idée que cette rééducation périnéale, et s'appelle désormais rééducation périnéologique, c'est-à-dire s'enlever de l'idée qu'on va rééduquer que le plancher pelvien, mais les rééducateurs vont avoir une prise en charge extrêmement globale qui s'intéresse aussi bien au comportement, à la posture, par exemple. Et donc, on parle de rééducation désormais périnéologique. Et pour illustrer cette action très globale de la rééducation, autre que seulement plancher pelvien, ouais, je vous ai parlé par exemple du rôle de la rééducation sur l'intervention et des interventions sur les qualités de vie. Et par exemple, on va participer, puisqu'on a la chance de suivre ce patient pendant 10, 12, 15 séances, on aura le temps d'intervenir, si c'est possible, par exemple sur la perte de poids, vous voyez qu'il y a un niveau élevé d'influence sur les incontinences, grade A. On va pouvoir aborder les conseils et les modifications diététiques, parler par exemple des apports liquidiens avec un grade B de ROCO, voir s'il y a besoin de diminuer la caféine, de modifier son comportement par rapport aux consommations d'alcool et de tabac. Et puis bien sûr, en rééducation, on parlera de l'adaptation, modification, adaptation, et pas obligatoirement arrêt et suppression des activités physiques et gymniques. Et puis, on s'intéressera pour l'incontinence urinaire également à d'autres thèmes globaux, périologiques, tels que la constipation. Deuxième thème que nous allons aborder, bah, c'est l'éducation, parce que dans rééducation, il y a d'abord éducation du patient. Et aujourd'hui, dans les publications, il apparaît de plus en plus que ce terme d'éducation est extrêmement important, avec un grade, vous voyez, assez élevé. Et la deuxième chose qui va vous indiquer peut-être pour savoir comment et à qui prescrire une rééducation, c'est qu'il faut un travail suivi, c'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre profession, je sais que c'est la critique majeure et nous l'assumons et nous y travaillons, c'est qu'on essaie de se batailler contre ce qu'on appelle nous-mêmes dans notre métier les branches sondes. Donc, alors qu'une rééducation périnéologique doit être suivie par un praticien formé, c'est une rééducation qui doit être suivie par le patient également. Donc, il faut vraiment une motivation. Et notre travail, ce jeu, c'est d'avoir une motivation réciproque, thérapeute et patient. Et vous voyez que cette supervision par un rééducateur a un ROCO de grade D. Et puis, cette éducation va nous permettre de gérer les efforts quotidiens et la posture pelvirachidienne. Et il y a eu quelques travaux à la CIFUD qui ont montré l'influence des modifications des courbures enfin thoraciques et lombaires sur les prolapsus, sur les incontinences. On s'intéressera à la compétence abdominale. Vous voyez qu'on ne parle plus de musculation, mais de rôle de la sangle abdominale et de cette coordination abdominaux-périnéale pour développer le réflexe, justement, abdominaux-périnéaux. Alors, si on s'intéresse d'abord à l'incontinence urinaire, les recommandations, c'est qu'une rééducation supervisée devrait être proposée en première intention pour les problèmes d'incontinence urinaire chez la femme, quel que soit leur âge, avec un grade élevé, un grade A de recommandation. Concernant les indications pour de rééducation chez la femme enceinte, il va y avoir aussi une recommandation de grade élevé
pour que soit effectué un travail d'éducation et de rééducation, en sachant bien sûr que le rééducateur va adapter ses techniques, va pas faire de techniques endocavitaires, va pas faire de sonde et va pas faire d'électrostimulation. Mais je reviens sur la diapo d'avant en vous disant qu'on va avoir une approche globale, périnnéale, basée non pas sur la musculation, mais sur les bons réflexes comportementaux et les bons réflexes abdominaux périnéaux. Et effectivement, cette rééducation va permettre de prévenir les incontinences aussi bien avant qu'après l'accouchement. La rééducation urinaire est intéressante et dans quel titre dans le postpartum. Pour ce qui concerne les rééducateurs, les kinésithérapeutes, la rééducation est prescrite selon les recommandations en cas de persistance des incontinences urinaires 3 mois après l'accouchement. Alors, c'est les grandes discussions que nous avons, puisque si on parle de rééducation, on est bien d'accord pour ne pas intervenir tout de suite. Alors que si on parle d'éducation, on trouve, nous, extrêmement dommage de perdre 3 mois pendant lesquels cette femme va reprendre des activités et pas toujours correctement. Toujours est-il que seront pratiqués donc des exercices des muscles du plancher pelvien, mais pas seulement, également au niveau donc des compétences abdominaux périnéales, et que là encore, les recommandations, c'est un suivi régulier et supervisé. Et donc, vous voyez qu'un programme intensif et supervisé d'exercice augmente significativement les chances de résultats, et c'est un grade B de recommandation. Qu'en est-il de la rééducation lorsque vos patients présentent des prolapsus? Eh bien, on sait que la prise en charge dans le postpartum précoce ne va pas influencer selon les recommandations, l'apparition de prolapsus. C'est un grade B. En revanche, lorsque les prolapsus sont ici, la rééducation, et pas que les exercices, peuvent diminuer significativement les symptômes liés au prolapsus. Alors, on parle des prolapsus de premier grade, comme le disait tout à l'heure Xavier Defieux, et ça, c'est un recours de grade A. Par contre, il n'y a pas d'évidence que la rééducation puisse diminuer le grade du prolapsus. On peut espérer améliorer les symptômes, la qualité dans les premiers grades, certainement pas pour les grades élevés. La rééducation ne va pas réintégrer un prolapsus, évidemment. Parlons un petit peu des hommes aussi et la place de la rééducation. Et vous voyez que autour de la chirurgie prostatique, et vous voyez qu'il y a des recommandations, et là je m'adresse vraiment aux urologues, pour qu'il y ait une rééducation post-opératoire assez immédiate et pas seulement attendre une plainte des patients, mais vous voyez qu'il y a l'intérêt aussi et une recommandation pour qu'il y ait une prise en charge préopératoire pendant lesquelles on va faire un renforcement sphinctérien, pendant lesquelles on va surtout changer les habitudes et préparer ce patient à utiliser différemment son appareil sphinctérien et ses impériosités. Voilà. Et lorsqu'il y a une incontinence est persistante après une prostatectomie, eh bien, la rééducation est recommandée avec un grade B. Je me permets une toute petite aparté parce que tout à l'heure dans les chats, il y avait une question de Amélie qui va se reconnaître en demandant si la rééducation peut améliorer la force du sphincter urétral. Eh bien oui, dans ces recommandations de la siège que j'ai citées tout à l'heure, la rééducation peut améliorer la pression de clôture, mais je souhaitais rappeler que c'est pas que la rééducation, c'est pas que les exercices, mais c'est accompagné de compétences abdominaux périnéales et parfois, notamment chez la femme, de traitements topiques et notamment de TSH. Donc oui, il y a une recommandation pour améliorer le sphincter urétral. En ce qui concerne la rééducation de l'incontinence anale, je vous ai mis 4 recommandations principales que vous pourrez facilement retrouver, vous voyez, qui concernent aussi bien les guidelines que la Société nationale française de coloproctologie, Société américaine, et puis ce magnifique article de Carrington. Et finalement, les recommandations pour les gastro-entérologues, c'est que lorsque vous prenez en charge une incontinence anale, il faut que vous délivriez le traitement hygiéno-diététique. Il y a éventuellement besoin d'un traitement pharmacologique et en première intention, il y a la rééducation périnéale. Et là, ça me permet d'insister beaucoup sur le traitement multidisciplinaire, puisque lorsque nous sommes en équipe, eh ben, on sait qu'il y en a certains parmi vous qui sont très affûtés pour les règles hygiéno-diététiques et notre travail sera limité, ou au contraire, vous nous direz pour certains d'entre vous que bon, c'est pas trop votre affaire et nous développerons ce thème-là de façon extrêmement détaillée. Et ce n'est qu'en deuxième intention que seront éventuellement indiquées d'autres techniques
Et je voulais juste rappeler aussi que l'aspect comportemental en rééducation, que ce soit pour les incontinences, les constipations ou les incontinences urinaires, est un aspect extrêmement important que nous pouvons travailler en rééducation. Et donc, en cas d'échec, apparaissent d'autres techniques pour traiter l'incontinence anale. En ce qui concerne la rééducation de la constipation terminale, on parle essentiellement de constipation dysynergique. Là encore, ce sont des recommandations, et notamment celle de la Société française de gastro-entérologie, et qui dit que toute prise en charge d'une constipation terminale, c'est les règles hygiéno-diététiques, les laxatifs, tout ça, ça vous concerne bien entendu, et la rééducation en première intention, avec des taux de réussite assez importants, puisqu'on parle facilement 70% de résultats pour la prise en charge d'une constipation dysynergique. Et ce n'est qu'ensuite que seront abordées les techniques telles que la toxine, réservée essentiellement à l'hypertonie, ou d'autres techniques complémentaires. Alors, deuxième chapitre, c'est comment suivre une rééducation. Eh bien, c'est vrai que les règlements sont que tous les kinésithérapeutes doivent établir un bilan, et ce bilan va concerner le bilan initial, bien entendu, les objectifs de la rééducation. Et deuxièmement, tout rééducateur doit informer le prescripteur de l'évolution du traitement. Alors, comment les informer? C'est comme ça que nous formons nos collègues le plus simplement possible. Sinon, tout simplement, vous ne lisez pas ces comptes rendus qui font 3 pages. Donc, on leur demande d'être très précis en utilisant des scores d'incontinence avant et après la rééducation, des scores de qualité de vie, et puis pourquoi pas d'établir en fin de courrier des propositions thérapeutiques qui vous seront donc proposées, soit de poursuivre le traitement, soit de proposer d'arrêter le traitement, mais de suivre avec des séances d'entretien pour un suivi à long terme. Et puis, si nous sommes en situation d'échec, on va discuter avec vous d'envisager certains examens complémentaires. Mais je voudrais insister sur ce point-ci aussi, c'est que d'accord, les kinés font pas beaucoup de bilans, mais de notre côté, petite griffure, on reçoit aussi rarement des comptes rendus, des courriers détaillés, et on reçoit une ordonnance rééducation pour incontinence ou constipation, et on n'a pas plus de détails. Pas de résultats d'examen complémentaires, pas de bilan précis. Donc, s'il vous plaît, travaillons en équipe, mais ça commencera également par ces courriers extrêmement détaillés. Alors, par exemple, comment suivre une incontinence anale? Ben, on va fournir un carnet de défécation, on va vous fournir une échelle de Bristol, pourquoi pas. Pour le score, utilisons le plus simple, le score de Georges Wexner. Pour la qualité de vie, là aussi, hein, l'échelle EVA est très satisfaisante, elle est validée. Bien sûr, une échelle FIQL est beaucoup plus détaillée, mais plus longue aussi à évaluer. On vous fera un compte-rendu sur les testings musculaires, pas seulement sur la force, mais sur la qualité d'utilisation de ces muscles. Par exemple, sachez que nos patients, on les rééduque également en position debout. Éventuellement, on est capable de vous fournir des contrôles manométriques et toutes les mesures qui concernent les propriétés rétales, sensibilité, besoin, capacité et compliance. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis bien sûr à vos dispositions pour les questions. Merci pour cette présentation. Une petite question avant de penser à la présentation prochaine. Quand on parle de rééducation, on parle toujours de renforcement musculaire. N'y a-t-il pas une rééducation dédiée au relâchement sphinctérien pour les patients qui ont une hypertonie sphinctérienne qui peut être cause de dysurie? Alors, absolument, mais je suis complètement d'accord, je n'ai pas voulu trop détailler. La relaxation, le relâchement fait partie des protocoles thérapeutiques, mais pas seulement pour les hypertonies. C'est-à-dire que toute patiente, dans l'éducation dont je vous parlais, on va lui donner un rythme de miction et une qualité de miction pendant laquelle elle doit s'asseoir, se relâcher. Vous imaginez à peu près le travail d'éducation que ça nous demande. Pour la défécation, on va également leur apprendre à se relâcher, à prendre longtemps, leur temps, y compris en chronométrant, mais on parle aussi des pathologies sexuelles, relâcher leurs muscles, toutes celles qui parlent de douleur. La relaxation est un thème extrêmement Serge. important dans les thèmes des douleurs pelvipérinéales. Et alors, si j'ai la parole 30 secondes, il faut faire passer le message à aux rééducateurs que dans les rééducations des douleurs pelviques périnéales, il n'y a pas de musculation. Il y a essentiellement de la relaxation, et non seulement du plancher pelvien, mais de tous les muscles. Donc, merci de m'avoir donné
opportunité de rappeler que la relaxation est important.